Ça va? Je vais très bien, merci. Ça fait plaisir. De même. Ouais. Alors, très content de t'avoir dans le WIP déjà, on en a parlé depuis un moment. Oui. Merci à vous de m'avoir invité. Écoute, tu m'as dit que quand t'as personne invité, tu m'appelles, je suis dispo. Je me suis dit c'est la bonne occasion. Mais je fais peu d'émissions, pour être honnête, mais à part la radio, etc., pour parler de Moubawab, mais des podcasts du style Louis, j'en fais très peu. C'est-à-dire émission, tu veux dire genre d'habitude t'es en mode, c'est- Kevin égale Moubawab, t'es en mode Ouais. immobilier. Ouais. Donc là, dès qu'il m'invite sur les radios, sur X, sur Y, je suis ravi Ok. de parler, ou Econews, 2M, parfois on a l'occasion, dès que je peux, parce que ça met Moubawab en avant, donc je suis content. Et là, tu as envie de te mettre en avant un peu ou pas en tant que Kevin? Non, moi je suis là pour suivre le flow de ce que tu vas me proposer. Bah écoute, Louis, en gros, on essaie d'identifier un peu moins la personne à l'entreprise. On va aller plus creuser dans qui est Kevin. Oui, Voilà, avec plaisir. voilà, on est là pour décrypter les entrepreneurs, leur parcours de vie, comprendre un peu leur secret sauce. Ok. Je sais que tu en as beaucoup. Je sais pas. Quand on voit un peu l'actualité et tout, c'est assez impressionnant et ça fait plaisir. Donc on a hâte de découvrir un peu qui est Kevin. Et j'ai un premier exercice pour toi d'ailleurs, Oui. donc pour comprendre un peu qui est Kevin. On va faire la frise de la vie de Kevin. Ok. Voilà, donc Avec plaisir. Voilà, comprendre un peu en 2, 3, 4 parties ta vie, comment tu pourrais la splitter. Et je sais que tu as une grosse créativité. Je vais essayer d'être court. Voilà, alors soit tu peux donner un nom à chaque période, comme un peu l'âge de pierre, voilà, un peu si tu veux habiller ta vie, ou sinon juste me dire de telle date à telle date, de telle partie à telle partie, comme ça t'arrange. Ok. La frise de Kevin. Alors, il y a, je dirais, l'atterrissage. C'est de 0 à 9 ans. Je suis né à Paris. Le 26 octobre 81, si jamais il y a des auditeurs qui veulent faire des dons, c'est pour mon anniversaire, c'était avec plaisir. C'est quoi ton prochain cadeau que tu fais? Je sais pas, juste des sous, après je m'en Et après, on occupe. verra. 09, l'atterrissage. Donc de 0 à 9 à Paris, et puis après mes parents ont déménagé en Normandie parce qu'ils en avaient marre du rythme de la vie parisienne et j'ai fait 5 ans en Normandie. Donc 9 à 14. 9 à 14, bien vu. Ok. Et ensuite, ma mère est tombée malade, un truc bénin en fait, qui aurait pu être grave mais qui était bénin. Et mes parents ont décidé de vraiment lâcher prise et ils ont un peu vendu tout ce qu'ils avaient. Ils ont gardé des appartements qu'ils avaient achetés quand ils étaient à Paris, qui est d'ailleurs la meilleure chose qu'il y avait à faire à cette époque-là. Ils ont vendu tout le reste et on est parti 3 ans s'installer en Guadeloupe. Ok, 14-17. Ouais. Donc il y avait déjà dans les gènes de l'immobilier de dire on garde ce qu'il y a à Paris, c'est déjà. Oui, en fait, ils ont eu la chance d'acheter à Paris quand ça coûtait pas très cher. Et Ok. c'est le marché des années 70-80. Maintenant, ça a juste été n'importe quoi. Et un peu comme à Casablanca des années 90 à 2010, ça a été phénoménal la croissance. Ben, c'est un peu pareil. Et du coup, ils avaient les moyens avec les loyers de pouvoir ne pas travailler. On est parti en Guadeloupe pendant 3 ans. Excellent. Et c'est là-bas où ta mère s'est fait soigner. Et non, c'était vraiment un truc bénin. Donc, c'était une méningite, mais ça aurait pu partir mal. Et en Donc fait, déconnexion en c'est passé. Guadeloupe, on a envie de voilà. chill out un peu, on va au bord de la mer. Et pour moi, c'était les années parfaites. J'ai fait seconde, première, 14, terminale 17 ans, là-bas. j'avoue, t'as le temps, en plus tu es Top. bien dans ces moments-là. Ah, quoi. ouais, c'était top. Donc j'ai fait 3 ans en Guadeloupe. Super. T'as eu ton bac là-bas du coup. J'ai eu mon bac là-bas. Ok. Le bac est plus facile en plus en Guadeloupe. Alors, on pas de le dire officiellement Ok, parce on que. comprend pourquoi t'as fait des sacs. Ouais, exactement. Donc voilà. Et après, je suis parti. En fait, je savais pas quoi faire. La plupart, moi, j'ai fait maths option. Enfin, j'ai fait S option maths. Ok. Donc, Prépa. Non. Ah, en terminale. En terminale. pardon. Excuse-moi. Donc après, moi, tous mes potes sont partis en prépa ou en école d'ingé ou voilà, plutôt carrière scientifique. Moi, je ne savais pas trop quoi faire, donc je suis parti, j'ai fait un an de break, je suis parti aux États-Unis, à Seattle, pendant 1 an. Ok. Donc en fait, j'ai trouvé une famille d'accueil et j'étais chez eux pendant 1 an. J'ai appris l'anglais parce que ça me permettait de parler l'anglais et de gagner 1 an de réflexion. J'ai appris l'anglais et j'ai passé le bac aux États-Unis aussi. Donc tu as fait le bac français et le Ouais. bac américain. Ouais. Tu as eu les deux. J'ai eu les deux. Ok. Enfin, le bac, c'est un truc un peu plus compliqué, mais j'ai eu un diplôme honoraire qui dit que j'ai le niveau bac aux États-Unis. Très Ça sert bien. à rien, ça sert à strictement à rien. Ok. Mais j'ai fait 1 an là-bas. Et puis après, j'ai passé, en étant là-bas, les concours pour rentrer à l'ESSEC, enfin en BBA, ça s'appelait à l'époque l'EPSI. Aujourd'hui, ça s'appelle BBA SEC. Et je suis rentré à Paris pour faire les 4 ans d'études. Donc j'ai fait 2 ans à Paris, 1 an au Pays de Galles, 1 an en stage en Espagne, à Barcelone. Ok. Et tu étais en campus à Cergy ou pas du coup? Campus à Sergio, ouais, c'est la même chose. Ok. C'est dans l'école de l'ESSEC, avec le prof de l'ESSEC, c'est la même chose.
Sauf que c'est le BBA. Tu peux l'intégrer après en passerelle ou après le bac. Donc tu intègres après, on va dire, les 2 ans de prépa qu'une personne a traditionnellement. Non, et les 2 ans de prépa, les gars qui font les 2 ans de prépa, ils intègrent le MBA de l'ESSEC. Ok, Enfin, très l'école bien. Toi, c'est le ESSEC comme BBA, étant ok. connue. Nous, avant, ça s'appelait EPSI. Et puis depuis, ils ont tout. L'ESSEC, c'est l'école principale. Après, tu as le BBA. Très bien. Et après, tu as les masters. Et maintenant, tout s'appelle l'ESSEC. Avec Très les bien. différents- Donc moi, je suis rentré là-dessus. Moi, ça me plaisait parce que c'était international. École de commerce, là, à fond. École de commerce, très orientée à l'international. Et du coup, je suis parti en Espagne pendant un an. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis revenu. À Barcelone. À Barcelone. Ok. Ensuite, je suis revenu en France et sur les conseils d'amis de mes parents, moi je leur ai dit, depuis toujours, moi je voulais monter ma boîte. Mes parents étaient entrepreneurs. Tu avais quel âge à ce moment-là? Mon père était entrepreneur, j'avais 22 ans. Ok. 22 ans, tu dis je veux monter ma boîte. J'ai toujours voulu monter ma boîte. Et j'ai un pote de mes parents avec qui je m'entendais très bien, qui m'a dit, écoute, le premier truc que tu dois savoir, c'est vendre. Je dis, ok. Donc il me dit, fais commercial, mais fais pas commercial n'importe où. Il faut que tu fasses commercial là où c'est le plus dur. Et donc il m'a dit, va vendre des photocopieurs. Donc Il y a une raison particulière? Oui, alors déjà, il y a les commerciaux les plus tenaces sont réputés d'être ceux qui vendent des photocopieurs. Ok. Ça a marché, tout le monde vend Incroyable. exactement la même chose. Ça marchait de prix, ça marchait très très dur. Et il y a plein de sketchs qui ont été faits sur les vendeurs de photocopieurs commerciaux parce que c'est vraiment les plus hargneux. Donc moi je suis parti chez Konica Minolta, j'ai fait plusieurs entretiens, j'étais chez Canon et chez Konica Minolta, puis je suis allé chez eux et j'ai eu en charge, surtout parce que j'avais en charge une région, un département, enfin un arrondissement pardon, de Paris. Donc j'avais le 2e arrondissement de Paris. Et c'est une école super formatrice. Moi déjà je suis arrivé la plupart là-bas, donc c'était ma première expérience, vraie expérience après les stages, etc. La plupart des gens qui vont généralement faire ça, c'est des personnes qui sont plutôt en BTS, etc., Action Co. Au bout de 3 mois, j'ai failli me faire vider parce que j'ai rien vendu. Au bout de 3 mois, j'ai rien vendu. Donc t'es commercial à ce moment-là chez Konica Minolta et Ouais. 0 vente. 0 vente, octobre, novembre, décembre. 3 mois. 3 mois. Les mecs ils me disent, bon, écoute Kevin, et j'ai eu de la chance, mon chef d'équipe, il m'a dit, écoute Kevin, toi tu as le même profil que moi. T'es un gars, voilà, c'est plus sur la confiance, sur le truc, etc. Il faut que tu maîtrises bien le produit. Ça va marcher, il faut que tu t'accroches. Et il y a un... Alors déjà, tu as un coup de pression parce que moi, je voulais monter ma boîte. Et on me dit, le premier truc, c'est savoir vendre. Donc, si tu Va sais dans pas la vendre, fosse au va monter lion. ta boîte, tu vas rien Voilà. vendre, quoi. Va dans la fosse au lion, tu vas dans le truc qui est supposé être le plus difficile. Tu vas vendre, tu n'y arrives pas. Déjà, ça fait du bien. Ça remet à la place, hein, ça t'apprend un peu qui tu es et où est-ce que tu es déjà. Et les efforts que tu dois fournir si tu veux arriver à tes objectifs. Donc vraiment, je me suis motivé et j'ai surperformé. Je suis parti un an après, donc j'avais fait octobre, novembre, décembre, j'ai rien vendu. Je suis resté de janvier à octobre. J'ai quand même terminé 7e meilleur commercial de France. Et qu'est-ce qui a fait, ça a été quoi le switch en fait après les 3 mois? Est-ce que tu as changé quelque chose dans ton attitude, dans ton discours? Ça a été quoi le switch à ce niveau-là? Je sais pas. Moi, ce que je veux croire, c'est qu'au final, tout le travail que j'ai fait sur les 3 mois a commencé à payer et tout le travail que j'ai continué à faire après a payé. Moi, je suis quelqu'un de j'aime en tout cas me considérer en temps droit, en disant les choses telles qu'elles sont. Pas chercher la vente facile, en tout cas ce que je cherchais. Et je pense qu'au bout d'un moment, le côté confiance a commencé à payer. Et ça a commencé à payer, ça a très bien payé, ça a très très bien marché. Donc, bouche à oreille aussi derrière avec tes clients. Bouche à oreille, et puis après, il ne faut pas avoir peur, c'est un métier où tu fais du porte-à-porte. Donc quand tu as fait une bonne école en France, aller faire du porte-à-porte avec ton cartable et te prendre 12 vents sur 10, c'est compliqué. Niveau fierté, ça se passe comment? Non, bien. Moi, j'ai pas de problème d'ego, donc je laisse. J'ai aucun problème. Moi, j'ai pas de problème de me prendre des portes. D'ailleurs, ça m'a vachement aidé après dans les levées de fonds avec Moubawab. Mais T'es allé les demander les levées de fonds du coup? ah oui, T'as oui, tapé aux portes? ah oui, non, mais on a tout fait. On y reviendra juste après, mais et du coup, non, ça a été super formateur. C'est quelque chose en plus quand ça marche bien, tu gagnes très bien ta vie. Et c'est grâce à ça, moi d'ailleurs, que j'ai pu avoir les sous pour monter ma boîte derrière Moubawab. Donc tu as enchaîné direct de Konica Minolta à Moubawab? Non, j'ai fait un an, j'ai fait un an. Et puis Ok. en octobre, en septembre, j'ai la boîte où j'avais fait le stage en Espagne. Ils m'ont rappelé à Barcelone, ils m'ont dit, écoute, on a une position pour toi dans le marketing et on aimerait bien que tu viennes, c'est un truc national et c'est vachement en relation avec, donc c'était Sogeti du groupe Capgemini. Donc on dépendait, donc c'est une boîte française, donc les hautes instances étaient à Paris.
Et on dépendait de Amsterdam, donc de la Hollande, dans notre cas. Et donc, il fallait parler anglais, il fallait parler français, il fallait parler espagnol, il fallait connaître la boîte, il fallait vouloir faire du marketing. Et les gars m'ont dit, écoute Kevin, on pense que tu fit, donc viens. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, au bout d'un an, je gagnais vraiment très bien ma vie là-bas. Parce que quand tu es commercial et que ça marche bien, on parle de salaire à 5 chiffres en euros par mois. Donc c'était... Ah ouais, en termes de primes et tout, ça monte vite. Ouais, ça monte très vite. Moi, j'ai mis de côté pour pouvoir après monter Moobawab. J'ai monté Moobawab après avec grosso modo 50 000 euros. C'est tout ce que j'ai gagné. C'est tes économies c'est des économies de un an dans cette boîte-là. Exactement. Et en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir. Et je suis parti là-bas. Et j'ai fait 3 ans à Sogeti en responsable marketing. Ok. Et super expérience aussi. Et puis moi, j'avais fait un peu le tour sur la partie commerciale, parce que c'est un métier très dur, hein, la partie commerciale. Tu gagnes très bien ta vie. Mais c'est un métier dur parce que tu es tout le temps au téléphone, tu te prends des bâches tout le temps, tu es dans la rue beaucoup. Il y a la pression des objectifs. Même quand tu réussis au début du mois, tu repars à zéro. Puis c'est un truc super compétitif. Donc ça se base, tu avais tous les chefs d'équipe de la région parisienne. Quand tu arrives, ils prennent une photo, ils l'impriment. Tu as la photo qui est placardée sur le bureau de ton chef d'équipe. Et dès que tu fais un contrat, tu dois le mettre. Et le 30 du mois, le 31, ils arrachent tout. Et tu repars avec une page. Et donc du coup, tu as la photo de tous les commerciaux? Tous les commerciaux. Et tu peux voir tous les contrats qu'ils ont fait. Donc tu as la pression en plus de tes t'as la pression, des gars avec qui tu bosses. Tous les 1 du mois, tu repars avec la pression, tu repars avec la pression. Et il y en a même qui faisaient après, qui évoluaient, qui avaient ta photo en couleur. Et puis quand tu faisais pas assez de ventes, ta photo passait en noir et blanc. C'était la prémisse de... Est-ce que c'était fait avec bienveillance ou est-ce que c'était fait vraiment dans une politique de productivité max, quoi? Non, au final, là-dessus, je pense que c'est pas une question de bienveillance ou malveillance. C'est fait dans un cadre d'encourager les équipes à se dépasser. Okay. Et moi, ça m'a beaucoup appris sur la partie vente par la suite. C'est peut-être les 12 mois les plus formateurs que j'ai eu par la suite. Et ça a été une des clés de la réussite de Moobawab aussi, donc derrière. Ça a été une des clés de la structuration des équipes commerciales et des levées de fonds. Est-ce que chez toi, chez Moobawab, tu as des... Non, ça c'est des exemples que j'ai pas suivis mais que j'aimais bien. Okay. Mais on a repris quand même pas mal de choses de ça. Donc après ça, j'ai refait 3 ans en Espagne. Enfin, j'ai fait 3 ans à Sogeti à Barcelone. J'ai refait derrière 4 ans où là, j'ai rencontré mon futur associé chez Moobawab. Qui après a été débauché par une boîte et il cherchait un directeur commercial sur Internet. Une boîte qui s'appelait Mail por Mail, ça veut dire, en fait c'était mail par mail, c'est-à-dire que c'était une boîte de formation où tu recevais tes cours, un email après un email. Donc chaque chapitre était un email et donc tu te mettais sur 15 jours, sur 1 mois, sur 2 mois et tu recevais graduellement les cours pour que tu puisses les absorber d'un coup et puis à la fin tu peux avoir un petit diplôme. Non, pas de diplôme, mais un petit test pour voir si tu avais bien compris, etc. Okay. Donc il cherchait un directeur commercial, je m'étais bien entendu avec lui, il aimait bien ce que je faisais sur la partie marketing. Il m'a dit écoute, viens là-bas. Moi à l'époque, je voulais déjà monter ma boîte, donc il y avait toujours le C'était dans ta tête en permanence. Tout le temps, ouais. Okay. Et donc, quand je suis parti, j'ai eu une proposition de la part de Sogeti qui m'a dit écoute Kevin, comme tu veux toujours monter ta boîte, là, au lieu de partir ailleurs, tu montes ton agence et tout le budget qu'on a, on te le donne, tu te débrouilles, mais tu continues à nous donner du service. J'ai failli craquer à ce moment-là. Qu'est-ce qui serait passé si tu avais craqué? J'aurais une boîte de communication, de service marketing aujourd'hui. Okay. Qui aurait peut-être échoué au passage, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. J'avais un bon client avec qui ça se passait très bien. Et en fait, j'ai décidé de partir vers Mail por Mail parce que c'était... donc là, il faut remonter, c'était en 2010, même pas, non, 2007, pardon. Et donc en 2007, c'était une boîte qui faisait du business sur Internet. Et donc il y avait eu la bulle des années 2000 sur Internet et des boîtes qui faisaient de l'argent sur Internet. Moi, ça m'intéressait et je voulais voir. Je me suis dit, il y a des trucs à faire sur Internet. Et donc, je me suis dit, bah non, je continue. Je vais à Mail por Mail. Et j'ai fait là-bas 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans, la boîte dans laquelle j'étais s'est fait vendre. Et moi, j'en ai profité pour monter Moobawab. 2000 combien? Donc là, on est en 2000. On a monté Moobawab exactement en janvier 2010. 2010. Janvier 2010 à Barcelone. Moi, pendant 2 ans, j'ai été comme un saltimbanque sans domicile fixe. Donc, tu dormais où? Je dormais. On avait monté.
On avait la boîte à Barcelone. Ok. Donc, moi, on attaquait plusieurs marchés. On avait l'Égypte, le Maroc, Qatar. Donc, au Qatar, je louais un appartement en colocation avec trois autres personnes. Et tu te baladais dans tous les pays pour monter la boîte. Voilà, moi, dans tous les pays, je faisais ce que je savais bien faire, le porte-à-porte, bonjour et tout, vous connaissez mon Bob, non, zéro trafic, rien, là tu pars avec... Et tu avais déjà ta plateforme web. Tu avais commencé à ouais, on construire, avait un début de plateforme web, Ok. on avait un début de truc. Et Cool. pendant 2 ans, je suis allé voir, j'ai sillonné les différents pays et... Et comment c'est passé alors du coup? Parce que tu es là, tu es en train de bosser, tu étais chez Mail pour Mail. Tu as une idée qui vient en tête? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui faisait ça dans un autre pays? Tu te dis j'aimerais bien faire pareil. Comment Non, ça se passe alors- la naissance on va dire, de l'idée? Comment elle arrive? Alors, nous à l'époque, dans le groupe, comme moi je voulais toujours monter ma boîte, etc., et que je m'entendais bien avec les gars, ils me passaient le rapport qu'ils envoyaient aux investisseurs. Et dans ce rapport-là, tu voyais le chiffre d'affaires des différentes boîtes du groupe, EBITDA, nombre de personnes, donc tu avais plein de KPIs, d'indicateurs de performance qui étaient suivis. Et moi je me souviens, j'ai un très bon pote du Qatar, Ok. un Qatari. Et je l'avais envoyé pour qu'il voit. Je lui ai dit, regarde, sur Internet, il me disait toujours, ah mais Kevin, tu as le bohème, tu fais n'importe quoi, tu es sur Internet et tout. Je lui ai dit, regarde, il y a des boîtes qui font quelques millions de chiffres d'affaires et des belles marges. Et je me souviens, il m'a dit, il faut qu'on se voit parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Mail pour mail, tout est gratuit. Je dis, ouais, tout est gratuit. Il dit, bah, comment tu fais de l'argent? Je dis, bah, avec les pubs Google, avec les leads qu'on revend aux universités, etc. Et il me disait, mais attends, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'argent. À l'époque, les gens ne comprenaient pas que Google faisait de l'argent. En 2007, c'est dur de se refaire un time-lapse, enfin, revenir dans le temps, mais en 2007, Google faisait de l'argent. Pour les gens, ce n'était pas une évidence. Et lui, c'est lui qui m'a dit, mais attends, mais dans le monde arabe, il n'y a rien. Il faut absolument qu'on saute sur l'occasion. Et moi, j'ai commencé à creuser. Et effectivement, dans le monde arabe, donc nous, on regardait 17 pays au départ. Hein, donc on va dire toute la Ligue arabe. Ça veut dire au sens très large, inclus Soudan, etc. Il n'y avait strictement rien. Il n'y avait pas de site d'annonce. Les sites les plus vus, c'était des forums. C'était des sites bip, tu auras de le dire. C'était des... toujours un peu le cas aujourd'hui, hein, mais bon, c'est dans tous les pays. C'est dans tous les pays. Ça fait très bon chiffre. Mais en tout cas, c'était des forums, des sites de news, et voilà, grosso modo, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de professionnel Internet placé sur là-dessus. Tu te dis, il y a une place, là, à ce moment-là, tu te dis, il faut que je fonce. Ouais. À cette époque-là, il y avait quelques petits trucs. Il y avait Bait.com qui avait lancé un truc qui faisait du recrutement à Dubaï. Et d'ailleurs, qui avait commencé comme un site immobilier, mais qui s'était reconverti à l'époque, parce que Bait, c'est évidemment pas un site à la base, c'est plutôt un site real estate, enfin un site immobilier plutôt qu'un site de recrutement. Il y avait quelques initiatives et rien. Et donc je lui ai dit, mais attends, il y a plein de trucs à faire. Et il m'a monté le bourrichon, parce que lui, il a beaucoup d'argent, il est qatari encore une fois. Et je lui ai présenté un truc, il fallait lever $1 million, et puis après on était tous multimillionnaires. C'était quoi le plan à la base? C'était on lève 1 million, on lève 1 million avec lui. On monte Moubawab. On monte Moubawab, et puis après on se déploie sur 17 pays. On se déplace sur 17 pays, et on fait de l'argent à gogo, et après quand on ne sait plus quoi faire de notre argent, on le vend, on va en bourse, on s'en fiche après, parce qu'on sera multimillionnaire. Ça, c'était le rêve à la base. Le rêve initial. Okay. Et donc c'est allé, et puis à la fin, j'ai eu l'étape ultime où il fallait que je présente devant son père et ses frères. Et voilà. Et puis, comment tu te sens à ce moment-là? Tu arrives, tu tapes à la porte? Moi je suis confiant parce que je Est-ce que tu tapes à la porte comme quand tu vas vendre un photocopieur ou pas? Non, parce qu'à ce moment-là, je vais voir un pote. C'est comme si tu as un pote qui a beaucoup d'argent, il est convaincu par l'idée, c'est lui qui t'a chauffé là-dessus. Après il te dit viens, on va présenter, tu présentes au père et aux frères, tu te dis bon, c'est une formalité. Moi j'y suis allé, je me suis même demandé, je dit écoute, ça va, on te demande 1 million. Tu as été 3 clics, non? Tu vois, à Monac, tu peux le dire, je te donne mon RIB, tu voilà. Tu es en confiance. En plus, c'est vraiment un ami très 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 proche, donc il y avait en plus le facteur confiance. Mais au final, no go. Donc la famille ne voit pas le truc. Et, le père et le frère décident de dire non. Arrête, ton copain saltimbanque, il est hyper sympa. Il est très bien éduqué, il est sympa, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais pas notre argent. Et moi, j'étais tellement chaud que j'avais mis mon associé, j'avais trouvé un directeur technique libanais, très bon. Voilà, le truc était là. Et donc, on a décidé avec mon futur associé, qui était donc mon patron à l'époque chez Mail pour Mail,
On s'est dit, bon, on le monte quand même. Fuck it, Donc lui, c'est le directeur technique à ce moment-là. Non, lui, donc on était 3. On est 2 founders, puis le directeur technique est venu juste après. Ok. En 2010, on est moi et Tony Pucci à avoir monté la boîte à 50-50, avec 30 000 euros chacun, qui était le premier jet pour pouvoir monter le site. Et donc on se dit, on va quand même le faire, et puis on lèvera des fonds par la suite. C'est comme ça qu'est né. C'est comme ça qu'est né Mubawab. Donc l'idée, c'était vraiment l'identification d'une opportunité sur le marché. Parce qu'il n'y avait rien. Est-ce que tu as fait BP, est-ce que tu as fait études de marché, etc. D'ailleurs, quand je veux passer un bon moment de fou rire, je regarde les BP que j'avais fait à l'époque. Intéressant, tiens, ça doit être pas mal ça en termes de génial, comparatif. c'est génial. Alors, tu es bien dans les perspectives là ou est-ce que tu as atteint Je pense les que j'ai objectifs jamais réussi à atteindre ce que j'avais dit que je faisais en 2013. Mais grâce à ça, tu as vendu quand même ton projet, quoi. Mais grâce à ça, oui, après dans la levée de fonds, c'est Parce qu'on dit souvent une que. histoire. Ouais, enfin, vas-y. Tu vends une histoire, tu vends pas, tu vends des chiffres, etc. Mais quand tu es sur des marchés qui n'existent pas, tu peux pas mesurer ton marché. Il y a en 2007, 2008, 2009, tu voulais expliquer le Maroc, qu'est-ce qui allait se passer. Au final, c'est un pari que tu fais, réellement. Tu sais pas comment ça se passait le paiement en ligne, tu sais pas comment ça se passait les annonceurs sur Internet, quand est-ce qu'il va y avoir la vraie adoption. Donc en fait, tu fais des prévisions. Les gens, ce qui parient, c'est sur les personnes et sur ta capacité à les convaincre. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui? Parce qu'on entend beaucoup de personnes qui sont en mode j'attends la bonne idée. Non, mais il n'y a pas de j'ai bonne une idée, idée. mais j'ai pas de BP. Est-ce que je suis obligé de faire un BP? Je suis obligé de faire une analyse de marché. Comment ça se passe? Non, il faut faire l'analyse de marché. Nous, on a fait un truc le plus costaud et crédible possible. Bien sûr qu'il faut le faire parce qu'il faut qu'à un moment, il faut que toutes tes conclusions arrivent à quelque chose que tu te dis, que tu arrives à raisonner. En fait. Il faut que tu arrives à quelque chose que tu arrives à raisonner par A plus B. Et si on te dit, dans le cas de Mubawab, combien il y a d'agences, combien de trucs, combien il y a de transactions, quel est le niveau du marché, il faut que tu puisses répondre à ça. Okay. Maintenant, aujourd'hui, attendre la bonne idée, pour moi, c'est bidon, parce que tout se fait sur l'exécution. Et vraiment, tout est sur l'exécution. Il n'y a pas de... Facebook, ça a été créé, MySpace était ultra leader, Google a été créé, il y avait déjà plein de moteurs de recherche qui marchaient très bien. Donc la voiture électrique, Tesla aujourd'hui, ultra dominant, la voiture électrique était là depuis longtemps. La seule chose qui fait la différence, c'est l'exécution. Ce n'est pas l'idée que tu vas avoir, parce qu'une idée pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Avec Mubawab, c'est ce qui a fait la différence. Tu as mis en place, tu as créé ta plateforme, tu as allé taper aux portes des gens. C'est l'exécution que tu vas faire derrière. Ça veut dire comment est-ce que tu vas garder tes clients, comment est-ce que tu vas les écouter pour faire évoluer ton truc, comment est-ce que tu vas gérer ton argent, comment plein de choses. Très bien. Top. Kevin, tu m'as donné un petit peu toutes les infos donc jusqu'à la création de Mubawab. Donc, 2 ans de saltimbanque. 2 ans de saltimbanque. J'habite un peu partout. Puis après, on a fermé, on s'est centré. Et après, création de Mubawab. Donc là, tu rentres avec ton associé 50-50, 30 000 euros chacun. 2010, ouais. 2010, mindset destructeur ou mindset, tu es dans quel mindset à ce moment-là? Moi, j'étais dans un mindset à ce moment-là, on va manger le monde, on va se faire des sous de ouf. Parce qu'on arrive sur un marché qui n'intéresse personne. Parce qu'en fait, on savait que tous les marchés sont intéressants. Mais après, ça va par ordre de priorité. La priorité, d'abord, c'était les US. Après, c'était... comment ça s'appelle l'Europe. Okay. Après, c'était les gros pays d'Asie. Après, ça va être quand tu commences à rentrer dans le deuxième, ça va être le Mexique. Et puis, par exemple, le Maroc, c'est génial parce que c'était un pays où il fallait parler français. Donc, tu as arabe et dans le business français. Et du coup, ça reste... Mais c'est vraiment... Les gars, ils vont d'abord taper l'Égypte, le Nigeria, où c'est les plus gros pays, et c'est en anglais. Donc, pour les équipes, pour le suivi, pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est les pays qui arrivent après. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour moi, une des bonnes raisons pour lesquelles le Maroc... Ouais, tu dis, il n'y a pas grand monde dessus, là, on y va. Voilà, donc nous, on s'est dit, il y a certains pays, let's do it. On y va, on le fait. Et du coup, tu es resté là pour le coup. Tu n'es pas allé au Mexique, tu n'es pas allé dans d'autres pays. Ouais, non, on est resté sur le marché arabe. Et donc, pendant 2 ans, on a cherché un petit peu. Et puis, à la fin, on s'est centré sur le Maroc. C'est là où il y avait le plus de traction. Génial. Et je me suis établi, on a ouvert la boîte en novembre 2012 au Maroc. Et moi, je suis venu habiter au Maroc en 2012-2013. Très bien. Quand je venais au Maroc, je dormais chez des copains. Donc là, on est en 2023. Oui. On a eu combien de levées de fonds de Mubawab? On ne compte plus. Non, parce qu'il y a les levées de fonds, que nous, on a d'abord fait. Okay. Ensuite,
On a levé auprès du groupe où on était. Ok. Ensuite, on a fait une première levée de fonds auprès d'un VC espagnol. Et comment ça se passe du coup? Est-ce que le schéma était le même systématiquement? Tu tapes à une porte, tu m'as dit tout à l'heure, je tape à une porte et on verra bien ce que ça donne pour une levée de fonds. Est-ce que c'est des personnes qui t'ont abordé? Comment ça se passe exactement à ce niveau-là? Nous, ce qu'on faisait à ce moment-là, c'est qu'il fallait qu'on aille voir les gars qui investissaient dans les startups. Donc, on a fait plusieurs conférences. Là, tu tapes aux portes, là, pour le coup. Ah ouais, moi, je m'inscrivais dans un événement qui s'appelle NOAH, qui est toujours un très très gros événement tech en Europe, où il y a plein d'investisseurs. Où là, je suis allé me manger, je sais pas, je pense une soixantaine de portes. Donc, je pense 45 portes, non. Waouh! 15 portes où tu as le droit genre 13 portes où tu as le droit d'envoyer une présentation et que tu as le droit de leur parler 5 minutes officiellement. Et deux rendez-vous qu'on a fait. Dont un, je pense vraiment, parce que le mec était sympa. Genre, les gars, venez. Vous me faites de la peine. Ouais. Vous avez 45 portes avant. Par contre, les gars, c'est 30 minutes. Hein. Au bout de 30 minutes, quoi qu'il arrive, tu peux me dire ce que tu veux, ce sera non. Et donc là, on s'est fait remettre à notre place. Et puis, on n'a pas réussi à convaincre. Et puis, après, on faisait un événement qui s'appelait le Property Portal Watch. Ok. Donc ça, c'est un événement très spécifique dans l'industrie des portails immobiliers. D'ailleurs, le prochain, c'est à Madrid dans pas longtemps. C'est dédié spécifiquement à ce type de business? Portail immobilier. Ok. Et donc, on allait voir là-bas. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un fonds espagnol qui venait de vendre. Le timing était bon. Il venait de vendre Fotocasa au groupe Schibsted. Et il nous a dit, bah, guys, J'ai du pognon, je suis prêt à investir. j'ai pas mal de pognon, je connais très bien le business, je me reconnais en vous, machin, etc. On y va. Donc c'est là où tu dis la personne, elle joue énormément, quoi. C'est Les gens, ouais. storytelling plus personne porteur de projet, quoi. Voilà. Il faut que tu aies un BP qui tienne un peu la route. Enfin, surtout que tu puisses raisonner. Il faut que tu puisses expliquer ton truc. Il faut qu'ils se disent que toi, tu vas mourir pour ton projet. Ok. Et moi, la manière dont on a fait ça, c'est... Lui va t'aider à mourir j'ai mis- derrière. J'ai mis toutes mes économies. Moi, les gars, ils venaient, je dis, écoutez, moi, on a fait 2 levées de fonds d'abord entre nous. Moi, j'ai mis tout l'argent que j'avais. J'ai pas d'autre choix que de réussir. J'ai 0. Voilà, il me reste rien. Donc, avant que j'abandonne ça, Il va en avoir du temps. toi, tu vas mettre un 0,2% de ta truc, tu le perds. Magnifique. Ok, mais moi, si je perds 100% de ce que j'ai, je meurs demain matin. Top. Et après, il faut qu'ils croient en l'histoire. Donc, une fois que tu as un truc qui se tient la route, qu'ils se disent que toi, tu vas mourir pour ton projet et qu'il y a un feeling, il faut qu'il y ait un feeling avec la personne. Il faut que, parce qu'à un moment, tu vas le voir tous les jours, c'est facile, quand ça va facile, on va bien s'entendre, mais quand ça va se tendre, et Là, c'est notre histoire. je ne connais pas de gars qui ont mis de l'argent chez Mooba avec qui, à un moment, ça ne s'est pas tendu, à un moment, il faut pouvoir aussi... Il faut de la confiance dans ce moment-là, discuter, pouvoir se poser sur le Il faut surtout ne pas... faut surtout qu'il y ait un feeling avec la personne faut qu'il y ait une confiance, en fait. Ouais, qu'il y ait une discussion aussi rationnelle et qu'on rentre pas dans de l'accusation, qu'on rentre dans une discussion Donc si constructive. jamais le gars, depuis le début, il ne supporte pas, c'est mort. Ouais, clairement, il va t'entraîner, c'est ta faute, mec, tu as déconné avec Il le va pas pognon que je t'ai investir. donné. Il va pas investir avec toi. Donc il faut qu'il y ait la confiance. Et puis après, il faut que l'histoire que tu racontes, faut qu'à la fin, tu sors de là, le gars, il se dise Waouh, putain, il y a quelque chose à faire. Il y a une belle histoire, j'ai envie d'en faire partie. Il y a de la cohérence. Ouais. Et surtout, j'ai envie de. Lui, je pense qu'il y a moyen qu'il le fasse. Et j'ai envie de participer à l'aventure. Voilà. Quoi. Moi, Ça a l'air sympa ce qui va se passer plus Voilà. tard. Là, j'aimerais bien être un des personnages principaux là-dedans. Voilà. Quoi. Mais ça, c'est comme Top. quand tu racontes un anniversaire, tu veux inviter quelqu'un à l'anniversaire. Tu peux lui dire, bah, on va être 10, il y aura de la musique, ça va être cool. Ou tu peux lui dire, attends, j'ai préparé un cocktail machin, ça va être top. Ouais, tu vas En vendre plus, l'histoire au j'ai max, mon quoi. ami, tu te souviens mon ami qui était là de France, elle arrive là, et je voulais absolument te la présenter. Et tu me croiras jamais, mais le DJ, il vient et il va jouer pour nous. Et donc, Là, tu tout de mets un suite, j'ai truc. envie d'être à la soirée. Quoi. Tu te dis, ok, je suis pas à l'anniversaire, je rate quelque chose, quoi. Alors que c'est le même anniversaire. Mais c'est la manière dont tu l'as raconté et où tu as embarqué et le gars, il a envie d'en faire partie. Excellent. Kevin, on va passer à une petite partie un peu plus interactive. Avec plaisir. Ok. On va partir sur. Par quoi on va commencer? Alors, je te propose des thèmes et tu choisis. Ok. Ok. J'ai les cartes émotions. Ok. Ok. J'ai l'info secrète. Ok. Le quiz Twitter de KG, Kevin Gormand. Ok. L'interview du futur et la question d'un collaborateur. La question d'un collaborateur, on va commencer et après on va taper l'émotion directe. Ok. La question d'un collaborateur. J'ai contacté un collaborateur à toi. Ok. Ok. Et il m'a dit la chose suivante. Voilà, donc on est sur la question d'un collaborateur. Tu as une capacité, donc c'est la personne qui parle. Kevin, tu as la capacité à rester positif et à rebondir sur le champ, même dans des situations hyper critiques. C'est limite impressionnant. Ok.
Comment fais-tu? Déjà, est-ce que tu sais qui c'est? Alors, c'est quelqu'un qui. Alors, je dirais. C'est Zineb Boyad. Exactement. Bien vu. Bravo. Un punto. Wouh, je suis chaud, je suis chaud. Alors, comment je fais Je pense que. Après, c'est des traits de personnalité. Moi, il y a des choses que j'aime pas. J'aime pas être malade. J'ai du mal quand les autres sont malades. Je voudrais le dire à tes collaborateurs, ça? Ouais. C'est un message pour eux. J'ai jamais pris. C'est compliqué. J'aime pas spécialement le conflit. J'aime pas. En fait, je pars du principe que on n'a qu'une vie, il faut en profiter, il ne faut pas se faire chier avec. Donc, si je comprends pas, c'est parce que tu n'aimes pas certaines choses que tu aussi aimes être comme ça, quoi. Parce que je pense que c'est plus sympa de voir le verre plein que le verre vide. Ok. Tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a principalement de l'upside à voir le verre plein. C'est-à-dire qu'il y a plus de bénéfices à prendre le positif de chacune des Avoir les situations opportunités qui peuvent cacher derrière la complication. qu'avoir le négatif. Et du coup, est-ce que tu penses que cette question elle serait satisfaisante? La réponse à la question est satisfaisante pour Zineb ou pas? Est-ce que tu penses qu'elle attendrait plus de conseils pratiques Non, je pense que voilà, je pense que c'est des personnalités et il faut tout pour faire notamment une boîte. Il faut des pessimistes. Et moi, je suis dans le camp des optimistes. Mais je m'entoure de pessimistes notamment. Ok. Et voilà. Et après, c'est pas la même chose aussi quand en fait, quand on joue tous un rôle là où on est. Et quand tu es le chef d'entreprise, tu as aussi ce rôle de tirer les autres. Et tu peux pas. Il faut aussi que tu montres ça. Donc il y a un côté naturel, et puis il y a un côté aussi naturel, mais qui est incarné par le rôle que tu as. Très bien. Alors, un côté hyper pragmatique, qu'est-ce qui s'opère dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui sont un peu dans le négatif, à dire, OK, il se passe ça dans ma tête au moment où je vois la difficulté, switch ça, mets-toi en mode. Est-ce qu'un conseil hyper pratique, pas philosophique, pratique? Non, moi je vais reprendre juste une phrase que j'aime beaucoup de Woody Allen qui dit, je crois que c'est Woody Allen qui dit, faut pas prendre la vie trop sérieusement parce que de toute façon on va mourir. Ok. Et dans le sens où il y a rien qui est grave, à part la santé, les choses importantes, mais sinon il n'y a rien de grave. Donc, grosse merde chez Moubawab. S'il vous plaît, les gars, écoutez Woody Allen, il va vous donner un bon conseil et on passe à autre chose. Non, mais c'est pas grave. On peut s'en vouloir de ne pas avoir fait suffisamment, mais quand les choses arrivent et il y a beaucoup de choses au final, tu peux pas tout maîtriser. Ça sert à rien de s'en vouloir, ça sert à rien de broyer du noir, parce que tu perds. En fait, tu accentues la problématique. Et si tu veux en sortir, il faut couper court et regarder les bonnes choses, en apprendre et avancer. Move on. Très bien, excellent. On passe aux émotions du coup? Émotion directe. Ok, les cartes émotions. Les cartes émotions, c'est parti. Alors, on a des émotions noires, ok, Ouais. et on a des émotions blanches. Ouais. Ici, il y a les émotions difficiles et là, les émotions un peu plus faciles à vivre. Tu peux tirer une de chaque au choix et nous raconter une histoire de ta vie pro où tu as vécu un peu les deux émotions, peut-être pas en même temps, mais de manière peut-être. Donc les deux dans la même histoire. Les deux dans la même histoire de préférence, si tu peux. C'est. Alors j'ai tristesse Et confiance. Après, tu as le droit de te tirer un joker si tu veux changer une des deux, tu peux. Non, le problème c'est que tristesse, ça va pas avec ma personnalité. Tu peux changer la Je suis carte. pas souvent triste, mais en relation avec Moubawab, j'imagine. Alors, de préférence pro, c'est si tu as une expérience pro, on va dire, où tu as un moment difficile dans ta carrière chez Moubawab, si tu repenses peut-être un des moments durs que tu as vécu. Ok. Donc nous, on a un très bon, quelque chose qui l'illustre bien. La première fois qu'on a levé des fonds, donc on venait de signer, on avait signé en juillet, et en août, je suis chez ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme, et je regarde le trafic, sur Moubawab, on avait perdu 85%. Je me suis dit, attends, il doit y avoir un problème, machin, etc. Le lendemain, on repère 85% de ce qui nous restait. Donc il ne nous reste plus rien. Zéro. À ce moment-là, c'est très compliqué parce que on avait levé à cette époque-là, la première levée de fonds, 400 000 euros. Tu viens de prendre, et notamment à des amis, 400 000 euros. Donc imagine, tu viens d'investir dans Moubawab, tu as investi 100 000 dirhams. Et un mois après, je te dis, écoute, j'ai plus rien. C'est-à-dire que tout ce que tu as mis de l'argent dans quelque chose, il y avait quelque chose, il n'y a plus rien. On avait tout perdu parce qu'en fait, il y a eu
Penguin et Panda, Penguin et Panda ont été des algorithmes qui ont été mis en place par Google qui ont massacré les sites comme nous à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de contenu original. On republiait le contenu d'autres. Et donc nous, on était très forts pour être mis en premier, mais au final, comme ce n'était pas notre contenu, on s'est fait déboîter. Et donc c'était un moment très difficile parce que déjà tous les collaborateurs, tous les gars, tu viens de lever des sous, tu les embauches. Les techniciens, parce que tu n'engages que des techniciens, ils cherchent tous du travail. Le lendemain matin, ils cherchent tous du travail. Et ça, c'était très dur. À ce moment-là? Non, parce que en fait, nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a regardé combien de cash on avait, combien de mois on avait à tenir. C'est vrai. Combien de temps on pouvait tenir. Okay. Donc c'est la partie tristesse. Et c'est tristesse, c'est pas vraiment tristesse, mais c'est très dur de, spécialement avec ma personnalité, quand quelqu'un me fait confiance, le truc se foire tout de suite. Et j'ai fait les appels, on a fait ce qu'on avait à faire, mais c'est un moment qui est personnellement très Prends ton courage à deux mains et te dire je vais aller devant les gars qui ont posé de l'argent et leur dire faut expliquer les choses. Et donc, plus 85, tout peut arriver, et quand tu investis dans une startup, tu peux tout perdre. Waouh. Donc ça fait partie du jeu, et c'est ce qu'on leur a rappelé notamment, mais c'est dur. Et après, il y avait la confiance, parce qu'on avait à ce moment-là devant nous 8 mois de cash, qu'on a élargi un peu plus parce qu'on a arrêté de se payer au bout d'un moment. Et on s'est dit, bon, bah, au final, t'es au pied du mur, t'as quelques mois devant toi, c'est maintenant que tu dois tout prouver, etc. Et on a réussi à mettre en place une traction suffisante pour qu'à l'issue des 9 mois, les mêmes personnes remettent de l'argent en pot. Incroyable. Et ça, c'était la confiance qu'on a eue. Enfin, moi, j'avais confiance parce que je me suis dit, si ça passe ou ça casse. Moi, j'ai mis tout mon argent là-dessus. On a engagé des gars. Si à la fin, je ne pourrais même pas les virer. Enfin, après, tu ne veux même pas réfléchir aux conséquences parce que moi, si je réfléchissais aux conséquences personnelles que je peux avoir dans toute cette histoire, j'aurais abandonné il y a très longtemps parce qu'il ne faut pas y réfléchir. Mais j'avais confiance qu'on pouvait sortir quelque chose. Et c'est ce qu'on a réussi à faire au bout des 9 mois. Et on a pu relever des sous. Vous avez récupéré du trafic, vous avez modifié un petit peu la manière de travailler. On a surtout récupéré des clients. Vous avez commencé à créer votre propre contenu à ce moment-là? Voilà, on a mieux fait les choses, on a pris du contenu, on a pris des clients, on a pris de l'argent. Et on a commencé à montrer qu'on avait une traction positive. Ça a mis combien de temps à remonter petit à petit? Ça a mis du temps? Non, le trafic, on avait, je crois, récupéré, j'avais fait les comptes. Juste avant le Covid, on était enfin au chiffre qu'on avait eu en 2011, quand on a eu cette première perte de trafic. Donc on a mis 11 ans à récupérer le trafic. Ah ouais, quand même. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, on avait très bon trafic, c'est pour ça que les gens avaient investi, et on a tout perdu. Magnifique. Moi, je suis fier de mes cartes émotions. Elles ont ramené une histoire très sympa, là. C'est super cool. Petite info secrète rapide. Je choisis maintenant la prochaine. Donc, l'info secrète. J'ai appris que quand tu étais au téléphone, tu étais capable de marcher pendant beaucoup de temps, beaucoup d'heures et beaucoup de pas. Ouais, moi j'ai du mal à rester assis au téléphone en réunion. Okay. Là, tu vois, je fais un effort. Si tu veux, on peut se lever. Surhumain pour être avec toi. Mais non, j'ai du mal à rester. Je suis quelqu'un d'assez actif. Okay. J'ai du mal à rester assis. Et donc voilà. Donc, ça t'apporte quelque chose de spécifique? Au téléphone, je marche. Il y a, en tout cas, même le soir, parfois, souvent ce ne serait pas le bon terme, mais parfois, quand je veux réfléchir le soir, je me pose et je marche dans mon salon, je marche dans mon jardin, je me balade. Et ça t'aide à réfléchir? Là, c'est le cerveau qui s'aère. Si tu demandes de me rester assis et de réfléchir, il ne va rien se passer. Si je peux me balader... Tu as prévu un espace chez Mubawa, cet effet aussi? On a un grand bureau, donc j'ai le temps de marcher. Je marche beaucoup, c'est vrai. Génial. Petit quiz, j'ai fait un petit tour sur ton Twitter. Ouais. Donc tu es celui qui est allé sur Twitter. Mais moi, j'y suis pas allé depuis Last Connection. Depuis 2011, 15, je pense. 12, ouais. Pardon, pas 11, ouais. 2021, tu as fait ton dernier post. 2021 ou 2022. Ah ouais. Je te donne exactement, si tu veux. Alors, c'est pas moi, c'est les équipes qui le faisaient, je crois. Ah bon? Non, oui, je suis sûr qu'il y a une partie que c'est toi qui la faisais. Au tout début, 2011, 2010, etc. Absolument. Je te donne un peu ta répartition. Est-ce que tu serais capable de me dire un peu combien de posts tu as fait par année depuis 2000 LinkedIn, je suis actif. Depuis 2010. Twitter. Je peux te dire sur Twitter. Tu as 2 années phares, 3 années phares sur Twitter. Alors, c'est tout au début quand j'ai commencé, en 2010. Et donc là, ça devait être très tech, 2010-2011. Ouais. Très tech, etc. Et après, c'est mes équipes qui ont repris. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai donné bon, alors, j'ai pas de Facebook, mais mon Twitter et mon LinkedIn aux équipes pour qu'elles puissent publier. Donc, je pense que l'autre année phare, ça doit être 2018. Alors, tu as 2011 qui est année phare. Oui. 62 posts sur Twitter. 2018, 0.
Ah, alors 2019 2019, 59. Ah, c'est 2019. Ouais. Ah, c'est les équipes, moi j'ai rien fait. 2020, 38. Si tu veux, 2019, t'en as eu 9. En 2011, 62. 2012, 3. 2013, 1. 2014, 1. 2016, 1. Ouais, pas actif sur. Moi, mes seuls réseaux sociaux, c'est WhatsApp Et, ok. et LinkedIn. Mais par contre, tu avais beaucoup de citations, beaucoup d'informations en 2011. J'ai trouvé ça très intéressant, ce que tu partageais. Ouais. Et du coup, j'avais un petit quiz pour toi par rapport Vas-y. aux informations que tu avais partagées. Vas-y. Alors, en quelle année, donc ça c'est un des posts Twitter que tu as fait, Vas-y. en quelle année les dépenses publicitaires online ont dépassé le offline aux États-Unis? Tu as posté un article dans ce sens. Oui, ça c'était juste quand on était en train de faire notre levée de fonds, donc c'était pré-levée de fonds, donc ça doit être 2000, je dirais 2010 ou 2000. Non, offline, non, là c'était la télé. Offline versus online, ça va être 2009 ou 2010? Alors, c'est décembre 2011. C'est en 2011. Ouais. Ok. Alors, tu as mis en avant un service créé par Google en février 2011. Ce service n'a pas survécu. Ah ouais, Est-ce que tu sais c'est lequel? Ouais, Wave, non? Donc, Kevin, on a été coupé par la batterie. On Ouais. était dans un quiz très sympa Twitter, donc on va reprendre sur les questions sur lesquelles on était. En quelle année les dépenses publicitaires online ont dépassé l'offline aux États-Unis? Tu réponds faux. Décembre 2011. Bravo, monsieur. J'avais dit 2010 dans la version originale. C'est vrai. Et du coup, quel service créé par Google en février 2011 n'a pas survécu? J'étais sûr que c'était Wave, mais Wave, il faisait quoi d'ailleurs? Wave, c'était une sorte de Facebook Messenger, de WhatsApp, de trucs que j'ai jamais vraiment compris. Et Google Weddings, que je ne savais pas, mais ce que je sais, c'est que moi, ce que je te disais, c'est que pendant longtemps, j'ai voulu monter au Maroc un truc de mariage. J'avais vu des gars, il y a un gars à Tanger qui avait monté ça, que j'étais allé voir, quoi, avec qui j'avais discuté, pour monter une application, un site sur les mariages. Parce que les mariages, ça draine beaucoup d'argent partout. Au Maroc aussi, évidemment. Et il y a clairement quelque chose à faire. Donc au niveau de la gestion des invités, la création du site web, l'envoi des invitations, Non, le partage des photos. Non, tous les fournisseurs. Ah, sur C'est-à-dire pour avoir les traiteurs, les ok. trucs, tout. La musique, les locations de Donc salles. là, pour la partie plus les prestation de costumes, service pour l'organisation du mariage. Ouais. Ok, très bien. Il y a des énormes. Alors Google Wedding, je crois que c'était plus dédié à la partie utilisateur qui crée son mariage et qui a besoin de pouvoir partager des photos, créer un site web pour informer les gens, envoyer des invitations. Parce que du coup, je suis allé voir les sites un peu et c'était intéressant. Ok. En tout cas, moi, le business qui me plaisait. C'était celui-ci de partage de prestataires en fait. Ouais. Ok. Ah, vertical, comme tu as mon web sur Limo, là, ça aurait été mariage.ma sur. Et du coup, j'ai un orchestre si vous voulez avoir recours ou c'est quelqu'un qui poste une annonce? Non, après tu mets tous les groupes que tu arrives à référencer, tous les traiteurs que tu arrives à référencer, toutes les salles, Ok. tous les DJ, tous les trucs. Ah, c'est une bonne occasion, pourquoi pas lancer, non? Moubawab, tu as vu une ouverture. Est-ce que tu penses qu'il y a un autre marché où il y a une ouverture comme ça aujourd'hui sur le marché marocain? Oui, je pense qu'elle est partout. Et à partir du moment où tu arrives à le. Tu en as identifié d'autres À ou le tu as la faire. flemme d'y aller parce que tu es déjà sur quelque chose? Non, je pense qu'il y a beaucoup de marchés. Moi, après, là, je suis tellement absorbé par mon Bob, la Tunisie, le Maroc, les trucs, les équipes en Espagne, que j'ai plus de bande passante pour analyser vraiment d'autres choses. Mais non, il y a plein de choses à faire. Hein. Très bien. Et du coup, d'après Steve Jobs, c'était un de tes posts aussi, il y a une différence entre un leader et un follower. Est-ce que tu sais ce que c'est cette différence? Entre un leader et un follower, le leader crée, le follower critique. C'était pas loin, c'est l'innovation. Donc, L'innovation, ouais. l'innovation, c'était une des citations que tu as mis sur ton Twitter en 2011, je crois. C'est 12 ans de. Ah ouais, non, mais des choses très intéressantes. Tu étais vachement orienté mindset ouais, beaucoup plus que tech, parce que tu m'as dit tout à l'heure, Ok. c'était certainement Moi, je tech. pensais que c'était très tech. Non, mais- c'était hyper mindset, avec des citations de John Lennon, des mises en avant aussi Ok. de certains de tes potes au niveau du business. Et du coup, qui a dit la règle numéro 1, life is not fair, get used to it. Et rule number 2, the world doesn't care about your self-esteem. Je sais pas, mais j'adore. Tu l'as partagé? Je peux la partager tout de suite. Alors partage. Alors partage. C'est Bill Gates. C'est Bill Gates. Ouais, voilà, donc tu pourras retweeter ton tweet de 2011. Ouais, mais je crois que j'ai même plus accès à mon compte Twitter. En tout cas, moi j'ai eu accès, donc peut-être Ok. que tu dois pouvoir trouver tes codes. Ok, ok. Et on en a parlé tout à l'heure, et le 15 août 2011, tu lances une nouvelle version de Moubawab. Oui, C'est le cas. oui. Il y a un autre événement parallèle qui t'aide à faire encore plus de trafic. C'est lequel? En août 2011, Ouais, le 15 août 2011, ta plateforme, tu la mets à jour.
Et le lendemain, tu fais un post en disant c'est trop génial. En plus grâce à la nouvelle user experience de MobaWeb, on a cet événement qui nous permet de faire encore plus grossir notre trafic. Le ramadan? Non. Non, c'est pas grave. Alors je vois pas. Eh ben, c'était Panda, la mise à jour de l'algorithme Google. Ah! Et ben alors, en fait, ils nous ont, mais on a dit que ça allait nous faire du bien. Ah bah, alors du coup, c'est Oh là là, c'est magique que j'ai ça, moi. Ça c'est faut que incroyable parce que ça, tu l'as noté, ça. hein. Ah, j'ai noté. Et Ouais. ben en fait, au C'est un début, tweet, ça nous a fait du du 15 août. Au début, ça nous a fait du bien, et après, ça nous a mais explosé. Ouais. Bah, figure-toi que le 15 août, ça a été un de tes tweets. On est heureux d'avoir cette mise à jour Panda. C'est une honte. Laisse la Parce qu'on s'est fait, L'anticipation. on s'est fait déboîter par derrière pour le coup. Ah ouais. Dan, je crois que tu me donnes chaud. Désolé, on fait émerger les vérités de. Ah non, de ton non, business. j'ai chaud pour le coup. j'ai chaud pour Tu le veux de coup. l'eau? Non, j'ai de l'eau. C'est bon? Tu veux la clim? Non, je vais transpirer. Ok. Si t'as la clim, je veux bien. Parce que... Ouais, on peut allumer la clim. Bon, bah c'est cool, c'est bien, on revient dans des souvenirs passés intéressants là. Putain, j'ai dit ça. Et ben, Ouais, tu l'as dit, en hein, août, tu peux. et ben, c'est fin août, ils nous ont déboîté. Ouais, bah c'est le 15 août 2011. Voilà. C'est le jour. Alors quand tu as écrit Panda Global quelque chose, j'ai commencé à chercher, je suis tombé sur des sites de n'importe quoi et c'est là où j'ai commencé à me dire. C'était l'enfer. Hein. Ouais. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc du coup, c'est Panda qui a été un enfer alors. Un enfer. Ok. Enfin, un enfer. On a tout perdu. En fait, ils en ont mis deux. Il y a eu Panda, puis après, il y a eu Penguin. Pingouin. Exactement, et Penguin, ouais, c'était celui d'après Panda, c'est ça? Et celui-là, il vous a fait du bien? Non. Celui-là aussi, il vous a massacré. C'est celui-là qui. En fait, c'est la combo des deux, je crois, qui nous a tués. Mais ils sont sortis pas longtemps après. Ils sont sortis genre Ok. 2 mois de différence. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, comme quoi, on n'a pas eu la suite de l'histoire sur Twitter, on a juste eu le. Parce qu'après, je pense que j'ai arrêté d'aller sur Twitter. après, C'est possible, ouais. D'ailleurs, pourquoi tant d'activités en 2011? Parce qu'en fait, Le gap, quand je suis rentré sur Twitter, j'ai découvert ça. Et je passais des heures et des heures et des heures sur Twitter. Et en fait, j'ai arrêté parce que je me suis dit, si je continue, je vais rien foutre d'autre Que tweeter. que tweeter. Ok. Et donc, j'ai arrêté du jour au lendemain, comme une drogue. tu Et vois. là, tu étais Kevin humain, et puis tu es devenu Kevin Mobawab en 2019, quoi. Ouais, mais là, c'est les équipes. Moi, c'est mes équipes. C'est la directrice marketing de l'époque qui m'a dit, viens, on reprend ton compte et c'est nous qui allons le publier. On va travailler ton personal branding. Excellent. Ça a duré un an et demi. Ouais. Cool. Interview du futur. Vas-y. Kevin, Oui. comment tu vas? Bien. On est le 11 septembre 2033. 2033, dans 10 ans. Dans 10 ans. Ok. Non, on est aujourd'hui le 11 décembre Oui, 2033. pardon. Si tu veux, il y a 10 ans, on était là. Il y a 10 ans, on était assis à cette table. Ouais. Et Effectivement, je me souviens. tu t'en souviens, c'était un moment sympa. Très sympa. Ouais, on a parlé de Mubawab, le fait que aussi tu te lançais dans Imotech, tu étais à la 2e édition à l'époque. Oui. Aujourd'hui, voilà, tu avais des projections, tu voulais éventuellement aussi sortir d'opérationnel au niveau de Mubawab. Oui. Tu as fait quoi ces 10 dernières années, Kevin? C'est une très bonne question. Ça m'a vraiment fait du bien de sortir de l'opérationnel et de donner à l'époque à Zineb, à Abderra et à Nice, en Tunisie, au Maroc et en Espagne, les rênes parce que j'avais trop personnifié la boîte et je pense que ça a fait du bien qu'elle soit reprise par des personnes qui sont là au quotidien et qui peuvent mieux la suivre. Et ça, regarde le succès qu'a connu Mubawab par la suite. C'est incroyable, C'est 17 pays incroyable. maintenant. Donc du coup, j'ai pris la bonne décision à l'époque de faire ce choix-là. Ok, et Zineb est toujours là? Zineb est toujours là et elle a amené, aujourd'hui je suis content qu'on soit 300 personnes au Maroc. Magnifique. Alors que quand je l'ai quitté, on était une cinquantaine. Ok, excellent. Et elle est toujours basée au Maroc ou elle est basée dans un autre pays? Est-ce qu'elle est directrice monde ou il y a Là, quelque chose qui se passe? non, elle est gros focus sur le Maroc parce que depuis qu'on est promoteur intéressant. et qu'on est les premiers à vendre, les premiers vendeurs d'immobilier sur la région, sur le Maghreb, Ouais. Casablanca reste là où elle doit être. Là où elle doit être. Excellent. Et toi, tu as pu te concentrer sur Imotech du coup? T'en es arrivé où avec Imotech là, Mais aujourd'hui? là, on célèbre la 12e édition. Magnifique. Donc c'est plutôt panafricain aujourd'hui, comme tu le sais. Ouais. Cette année, on le fait à Addis Abeba et Excellent. et nos frères éthiopiens sont ceux qui sont les leaders dans la PropTech. Magnifique. Et comme on n'est plus qu'un événement, on n'est plus un événement uniquement marocain mais africain, et ben on fait tourner l'édition un peu partout
en Afrique. Et c'est son activité principale aujourd'hui, du Je fais coup? plus que ça. Maintenant, je fais plus que ça. Je suis toujours président de Moubawab, Ok. mais je me consacre corps et âme à Imotech. Tu viens que dans les bons moments chez Moubawab, du coup? Comme les 10 dernières années. Oui, Que quand il faut signer une levée de fonds? non, on n'a plus de levée de fonds. On distribue Ah, des ça y est. dividendes. Donc je suis que là pour prendre les dividendes et remercier les équipes De l'heure du travail qu'elles font. de la dure labeur qu'elles font au Magnifique. quotidien. Et d'un point de vue perso, donc tu es à fond sur Imotech, ça c'est pro. À fond sur Imotech et c'est tout. Et je prends le temps de vivre parce que les événements, il y a 6 mois très intenses et puis 6 mois un peu plus détente. Et donc je profite de mes enfants. Excellent. Pour les quelques années qui seront toujours à la maison parce que bientôt, comme tu le sais, Ça les se élèves fait vont partir. Quand même à partir de la maison, je profite des dernières années. Excellent. Tu habites où, du coup? Maintenant, tu es toujours à Casa? J'habite entre Casa et Barcelone. Et donc, du coup, vacances à Barcelone en général, enfin, le Ouais, life. boulot ici et puis toutes les vacances à Barcelone. Bah, je suis content de t'avoir reçu dans le WIP de 2033, Kevin. Je suis content parce qu'aujourd'hui tu interviews les plus grands. Absolument. Ouais. Et je fais aussi les plus grands qui reviennent en plus sur le plateau. On est à l'épisode 357 et franchement, c'est vraiment cool, quoi. On est satisfait. Très bien. 30 par an, ça en fait. 35 par an, ça fait. Ouais, ça en est beaucoup là. On a augmenté le rythme. Ça marchait tellement bien, on s'est exporté aussi, donc c'est super cool. Vous avez bien fait. Baratexide a vachement grandi aussi. Ouais, on est très heureux. Bravo. On habille les plus grands aujourd'hui. Bravo pour ça. Voilà. Bah, Kevin, est-ce qu'on a fait toutes nos petites activités? L'info secrète, c'est bon. La question d'un collaborateur, c'est bon. Le quiz de Twitter, c'est bon. Les cartes émotions, c'est magnifique. Kevin, est-ce que tu as des conseils sur comment tu progresses? De quelle manière tu progresses? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... On est revenu en 2023. Oui. Comment est-ce que je progresse Je crois que c'est beaucoup écouter. Moi, je prends beaucoup d'avis. Alors, ce qu'ils t'ont peut-être pas dit, les collaborateurs, mais ce que je pense, et s'ils ne le disent pas, c'est parce qu'ils n'osent pas, mais moi, je change beaucoup d'avis. C'est pas une question que je change d'avis, en fait. C'est pas exactement ça. Mais non plus, je suis très influençable. Mais j'écoute beaucoup et puis je réfléchis là-dessus. Je pense que il n'y a pas une seule vérité, une seule manière de faire, il y en a plusieurs. Et en fait, je pense que je m'enrichis des conseils des autres, des conseils de Zineb Boyad qui est la DG, mais de ma sœur qui n'a rien à voir avec ça, qui est prof, donc, ou de XY, de n'importe qui, mais qui va pouvoir te donner une autre perspective. Et je pense que moi je progresse en écoutant ou en lisant beaucoup. Donc du coup, tu écoutes la personne, tu prends en considération son personne, avis, des podcasts, des podcasts, etc. Des podcasts, des personnes, des articles, des réflexions, et j'essaie de compiler tout ça et de refaire. Et ça remet en question un peu tes réflexions ou Oui. ou ça les complète? Ça fait quoi exactement dans ta tête? Je crois que ça les complète, c'est le bon terme. Ok. Ça ne les remet pas vraiment en question, mais je peux changer d'avis parce que je pense qu'au final, il y a quelque chose de plus. Et on te le reproche ça au boulot? Oui, pas qu'au boulot. oui, parce que c'est pas simple. Tu me saoules, tu changes toujours d'avis, quoi. Non, c'est pas simple. C'est plus simple généralement pour les personnes d'avoir une ligne directrice plutôt fiable et sereine et pérenne dans le temps. Okay. Moi, ça évolue beaucoup et pour des bonnes raisons, enfin, selon moi, hein, évidemment. Mais parce que c'est venu se compléter par des réflexions d'autres personnes, d'autres choses, et ça vient enrichir au final la vision globale. Très bien. Tu as un système de productivité spécifique à toi ou tu vas en mode freestyle, tu es là, tu as ton petit papier, ton stylo? Non, moi, mon système de productivité, c'est j'ai une liste. Ouais. Je note tout ce que j'ai à faire, Ok. la to-do list. Tout le monde me dit pourquoi tu ne fais pas sur Evernote ou sur un truc Donc j'entends les gna, je les écoute, mais j'ai rien trouvé de mieux que ça. J'écris tout ce que j'ai. Quand ça devient important, je fais une croix à côté. Ok. Quand ça devient très important, je mets 2 croix à côté. Et après, je commence à entourer les croix. Et quand tu as 2 croix et 2 fois entouré, ça veut dire que ça doit être fait aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Tu as ça sur ta to-do aujourd'hui? J'ai ça sur ma to-do. Ouais, je l'ai là. Je dois avoir un exemple là-bas. Excellent. Tu sais ce que c'est ou tu sais pas? Ou tu fais vraiment confiance à ta to-do? Non, là je crois que j'ai tout barré de ce que j'avais à faire aujourd'hui. Magnifique. Donc, enfin des trucs super urgents. Ok. C'est basique, mais j'imagine très efficace, quoi. Ça marche très bien. Ouais. Et ça me permet Evernote, tu as d'écrire. essayé ou pas du tout? Non.
Ok, jamais, tu t'es même pas... Mais moi, j'ai une boîte tech, mais au fond, je suis pas très tech. C'est vrai, je suis pas Tu très pouvais tech. vivre dans une baraque en bois au bord de la plage ou dans la jungle, ça serait cool aussi? Non, je crois pas, mais je suis pas très très tech. Voilà, j'ai LinkedIn pour le boulot. Si demain j'avais pas Moobaweb, je suis pas sûr que j'ai LinkedIn. Et j'ai WhatsApp pour rester en contact. Mais sinon, j'ai pas d'iPad, je lis des livres imprimés, Pas de tablette pas de pour lire. tablette, pas de trucs, pas de. Ok, assez old school dans ta manière Ouais, de je suis pas très tech en fait. Ok. Non, Mais rien. enfin, bizarrement, tu as fait ta carrière dans la tech, quoi. Parce qu'au final, c'est la persévérance au final. Il y a eu une idée, il y a eu une opportunité, on y est allé. Et est-ce que tu estimes que, suite à la citation de Steve Jobs, la différence entre un leader et un follower, tu as une partie innovation dans Mubawab? Est-ce que tu considères que, du coup, un peu comme un leader qui a vraiment amené Alors, quelque chose de nouveau, ou comme un follower qui a appris des idées un peu à droite à gauche pour créer non, son- nous on est clairement follower parce qu'on a fait chez Moobawab ce qui existait ailleurs. Clairement follower. Après, je trouve qu'on a bien innové au Maroc. Ok. Parce qu'on s'est lancé dans la transaction, chose que personne ne faisait, nulle part. On a été très tôt nous à se lancer dans la transaction. Euh, Worldwide, hein, je suis les différents portails. Il y en a très très peu qui sont mis dans la transaction aussitôt que nous. Donc on a innové sur certaines choses, mais le modèle de base, ça reste. On a été très follower. On n'a pas inventé la roue, hein, on a refait Ok. ce qu'il y avait. Mais Après, on leader a sur la essayé- partie marocaine, clairement, Après- vous êtes arrivé. Ouais, parmi les premiers on est sur le arrivé les marché. premiers. Après, on a eu beaucoup de concurrence. Et on a eu de la chance d'être mieux funded et d'avoir pris. Moi, je dis souvent, c'est pas qu'on a été bon et que les autres n'étaient pas bons. C'est qu'on a fait moins d'erreurs à mon sens, on a fait moins d'erreurs que les autres. C'est tout ce qui nous a sauvés. Qui tu aimerais voir assis à ta place la prochaine fois? Tu as une idée? Tu invites pas que seulement des gars de la tech, non? Non, pas du tout. Non, on est vraiment à la recherche des entrepreneurs. Là, comme tu nous as raconté un peu ton mindset entrepreneur, comment tu réfléchissais, quels étaient un petit peu tes mécanismes Moi, internes, ça nous intéresse. j'aimerais beaucoup voir des entrepreneurs qui vont faire bouger et l'énergie renouvelable et l'eau au Maroc. L'énergie renouvelable et l'eau. Et l'eau. Ok. Tu as des noms en tête ou pas? Non, j'ai pas dit- mais je pourrais t'en donner. J'ai entendu parler de quelqu'un, je n'ai pas son nom, sinon je te l'aurais donné. Ouais. Je n'ai pas son nom en tête, mais qui a monté une start-up qui est en train de donner de l'énergie, notamment à Tangemed, sur la base de marées. Donc avec les Excellent. marées qui donnent de l'énergie, avec les kilomètres de côte qu'il y a au Maroc, ça pourrait être une source d'énergie incroyable, renouvelable en plus. Et ça m'intéresserait beaucoup de voir comment est-ce qu'ils réfléchissent, enfin comment est-ce qu'on y arrive et quelles sont les perspectives pour le Maroc. Et sur l'eau, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec l'eau. Je pense que le rapprochement avec Israël, c'est très bien, parce que je crois qu'ils sont extraordinaires dans l'agriculture avec Ça va amener un du savoir-faire au stress Maroc hydrique, de énorme, fou. ouais, clairement. Et je pense que ça peut aussi développer des idées. Et s'il y avait des entrepreneurs sur la partie eau au Maroc, moi c'est quelque chose que j'écouterais avec grand plaisir. Très bien. Excellent. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais nous dire et qu'on n'a pas abordé? On a parlé d'Imotech, pas beaucoup, mais peut-être que tu voulais en parler un peu plus. Non, on en parle beaucoup, on en parle assez. Ok, ça mais en tout cas, c'est le projet sur lequel moi je suis dédié à 100% aujourd'hui. Très bien. Les équipes opérations, enfin les équipes vont reprendre peu à peu, mais d'ici la fin de l'année, vont reprendre toutes les opérations pour que moi je puisse me dédier notamment à ça. Et puis, après j'ai une phrase que je dis presque tous les jours au bureau, que je crois que je t'ai déjà dit. Oui, je l'ai noté d'ailleurs. J'en ai deux, hein. C'est laquelle que tu as notée? Faire très attention à ce qu'on veut parce que ça pourrait arriver. Exactement. Ça, c'est Ouais. une phrase que je répète à mes enfants un jour sur deux, au bureau 2 jours sur 3. Et la deuxième phrase, du coup? Que l'homme est esclave de ses mots et maître de son silence. Ça veut dire réfléchir avant de parler, parce que ce que tu dis, après, tu t'engages. Et par contre, tu es maître de te taire. Tu as la possibilité Ça de pourrait te être taire. sympa de faire un podcast silencieux. Ah ouais. Ça pourrait être intéressant. Blanca y en botella. Leche. Pas mal. Bravo. Ça, tu la connaissais celle-là ou c'est moi qui te l'avais dit? Non, je suis allé la chercher chez quelqu'un. Ah ouais. C'est J'adore celle-là. C'est ta femme qui m'en a parlé. Ouais, La botella Leche, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi qui reprend l'autre. J'aime beaucoup les proverbes. Ça vient de mon ancien associé qui est fan de proverbes. Et il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est vaut mieux savoir se taire et paraître stupide que parler et le confirmer. Et ça, c'est très important parce que quand on parle souvent de sujets qu'on ne connaît pas, et quand on parle de sujets qu'on ne connaît pas, on peut dire des conneries grosses comme nous. Absolument. Et c'est très facile. Et c'est moi le premier. Hein. Je ne suis pas donneur de leçons là-dessus. Ouais, c'est facile de tomber dans le piège. C'est facile de On tomber dans le l'entend piège. au quotidien. C'est facile de tomber dans le piège, mais parfois il faut savoir se taire
et plutôt ne rien dire, mais de dire qu'on m'en connaît un peu plus. Top. Mais ma phrase préférée reste quand même, il faut faire attention à ce qu'on souhaite parce que ça peut finir par arriver. Et du coup, qu'est-ce qui t'arrive et que tu n'as pas forcément voulu? Non, mais moi c'est l'histoire de Mumbawa. Bon, j'ai voulu monter ma boîte et lever des fonds, c'est ce qui s'est passé, c'est parce que j'avais anticipé. Ok. J'avais pas anticipé qu'on ait une première, juste après la levée de fonds, que la boîte se ramasse. J'avais pas prévu non plus, même là l'impact que ça a eu. Aujourd'hui, on est 45 à Mumbawa, enfin on est 70, 80 si on prend les différents pays, mais on était à 200 à un moment. Ah ok, donc restructuration pour On a contrôler les restructuré parce qu'au final, le marché, il y a eu de l'argent gratuit pendant longtemps. Après, complètement arrêté. Donc, on a dû du jour au lendemain gagner de l'argent, être cash flow positif. Ça fait partie c'est les aléas du marché qui après viennent. Mais l'idée générale, c'est de se dire, voilà, je voulais monter ma boîte, je voulais faire quelque chose de cool, et c'est à ça qui est arrivé, quoi. C'est ça qui arrive. Et au final, quand tu réfléchis à quelque chose, tu n'as pas toutes les conséquences. clairement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on veut et bien maîtriser ce qu'on veut. Et comprendre un peu les tenants aboutissants de chaque souhait aussi, quoi. Exactement. Non, moi j'en suis très content, hein, je vais pas cracher. Moi, l'expérience que m'a donnée Mumbawa, elle est unique et j'en suis hyper enrichi, hyper content. Bah, je te souhaite Mais- la même chose pour Imotech aussi, que ce soit. Ouais, c'est bien parti. Non, mais la difficulté, voilà, faut faire attention à ce qu'on veut parce que ça peut finir par arriver et ça vient toujours différemment. Je pense que c'est une belle phrase pour terminer, Kevin. Alors je me tais. Ce que j'ai pas réussi à faire sur la dernière heure, je le fais maintenant. C'était super cool, c'était un bon moment. On C'est a un très appris bon pas mal moment. de choses. Merci aux équipes. Yes, merci à Hamza, merci à Aline, donc c'est vraiment cool. Et, Merci à vous. Et next time, hein, Et peut-être dans merci. 10 ans. Et merci pour la clim aussi. Ah, avec grand plaisir, dans 10 ans on se revoit, on fait c'est l'épisode de 2043. en 2043. Avec Yallah, plaisir. à toutes. Merci.